Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui semble tout droit sorti de la science-fiction, le transhumanisme. Oui, Mais la question qui nous intéresse vraiment, c'est pas de savoir si les cyborgs sont pour demain. non, c'est plus profond que ça. C'est plutôt comment est-on passé d'un rêve un peu fou au départ, né dans des romans, à un véritable programme de recherche. Qui pèse des milliards. Exactement. Et qui pourrait redéfinir notre avenir. Pour explorer ça, on s'appuie sur une analyse passionnante de Pierre Frazé, qui est linguiste et sociologue. On va essayer de piger ensemble comment cette idée a fait son chemin. C'est tout à fait ça. On va parler d'immortalité, d'humain augmenté, de fusion entre l'homme et la machine, mais ce qui est vraiment frappant, c'est que l'idée de fond, celle de considérer notre corps biologique comme une simple étape à dépasser, cette idée, elle a quitté les cercles de discussion pour s'installer dans les labos de recherche les plus sérieux. Et là, on ne parle pas de quelques startups. Ah bon, on parle d'institutions gouvernementales, militaires, très puissantes. Le fantasme est devenu un projet, en fait. Alors, commençons par le début. Pour comprendre d'où vient cette idée, il faut faire un bond dans le passé. Direction les années 60. Hmm. À l'époque, le concept de post-humain, ce n'est pas une théorie scientifique, hein. C'est une graine qui germe dans l'imaginaire collectif, nourrie par les géants de la SF. Comme Arthur C. Clarke ou Isaac Asimov. Voilà. Et il faut vraiment se replonger dans l'ambiance de l'époque. C'était un moment de rupture totale. Oui. On a la contre-culture hippie qui vous fait réexploser toutes les conventions, la conquête spatiale qui nous fait réaliser qu'on n'est peut-être pas coincé sur Terre. Et même l'exploration de la conscience avec les drogues psychédéliques. Exactement. L'idée dominante, c'est que toutes les limites sont faites pour être repoussées. Et dans ce contexte, la limite ultime, la frontière à franchir, c'est notre propre biologie, notre condition de mortel. Et c'est là, au milieu de toute cette effervescence, qu'émerge un personnage incroyable, Feridoun Esfandiari. Ah oui, Un futurologue qui va prendre une décision radicale. Il change légalement son nom pour FM 2030. c'est quand même fou. Attends, il a changé son nom pour une date. Ça, ce n'est pas anodin, c'est un message. C'est bien plus qu'un message, c'est un manifeste à lui tout seul. Phaser cite une de ses explications qui est plus lumineuse. En substance, Esfandiari dit « Les noms traditionnels nous ancrent dans le passé, notre famille, notre pays. Notre religion. » Voilà. Moi, je ne suis pas de mon passé, je suis du futur. Et ce nom, FM 2030, il le choisit parce qu'il est convaincu que 2030 sera une année magique. L'année où l'humanité atteindra l'immortalité. C'est ça. Ce n'est pas juste un pseudo, c'est une déclaration de foi. Et ça colle parfaitement avec l'émergence de concepts comme la cryogénisation, cette idée de se faire congeler en attendant que la science puisse nous réveiller. D'accord. On a donc cette base philosophique, presque mystique, qui se met en place. Mais pour que ça devienne un vrai projet, il faut des outils. Il faut de la technologie. Et c'est là que les années 80 arrivent et changent complètement la donne. Exactement. Le mouvement pivote. On passe de la philosophie de vie à la numéra, à la feuille de route technologique. Les mots qui reviennent partout sont génome, nanotechnologie, Pour réparer le corps de l'intérieur. biotechnologie, génétique pour le modifier, et surtout le moteur qui va tout emporter, l'intelligence artificielle. Et là, Fraser fait une remarque que je trouve essentielle pour comprendre où on en est aujourd'hui. Laquelle? Il dit que de toutes ces promesses des années 80, une seule a vraiment tenu ses engagements de manière spectaculaire en 2017. L'IA. C'est un point absolument crucial. Et c'est fascinant de se demander pourquoi seule l'IA a explosé. Oui, pourquoi? Peut-être parce qu'elle est immatérielle. Elle est basée sur le logiciel, la donnée, et ça, c'est beaucoup plus facile à évoluer de manière exponentielle que la nanotechnologie ou la génétique qui se heurtent, elles. Contrainte du monde réel, du vivant. C'est ça. Le transhumanisme a donc misé sur le cheval qui courait le plus vite, et ça a complètement façonné son visage actuel. L'IA, c'est devenu son fer de lance. Et avec l'IA, un concept débarque et va tout changer. La singularité technologique. Ah, la fameuse singularité. On entend ce terme partout aujourd'hui, mais il est popularisé à l'époque par des gens comme Marvin Minsky ou le roboticien Hans Moravec. Ça sonne complètement fou, même aujourd'hui. D'où ça vient, cette idée? Alors, la singularité, c'est le moment de bascule théorique où une intelligence artificielle deviendrait non seulement plus rapide, mais fondamentalement plus intelligente que toute l'humanité.
capable de se réécrire, de s'améliorer elle-même à une vitesse qu'on ne pourrait même plus suivre. Et voilà. Et à partir de là, le futur devient totalement imprévisible pour nous. Et Hans Moravec a une formule qui glace le sang à ce sujet. Il dit, en substance, qu'avant la fin du XXIe siècle, les humains ne seront plus les êtres les plus intelligents sur Terre. Ok, et face à ce constat, qui est quand même assez terrifiant, il propose quoi? Qu'on devienne les animaux de compagnie de nos propres créations? C'est exactement le risque qu'il pointe. Pour lui, il n'y a que deux issues. Soit on devient obsolète, soit on fusionne. On fusionne. Sa solution, aussi folle qu'elle puisse paraître, c'est de transférer nos esprits, notre conscience, nos souvenirs, dans des supports non biologiques. Dans des robots, en gros. C'est ça, pour suivre le rythme. Attends une seconde. Transférer nos esprits. On parle de l'âme, de la conscience, de tout ce qui nous rend humains. Est-ce que Moravec et les autres prenaient vraiment ça au sérieux d'un point de vue technique, ou c'était plus une métaphore? Non, non, c'était pris très très au sérieux. L'idée sous-jacente, c'est que la conscience n'est qu'un phénomène matériel, de l'information traitée par le hardware de notre cerveau. Et donc si c'est de l'information, on peut la copier. La transférer, la downloader, c'est une vision très matérialiste et informatique de l'être humain. C'est ça qui est radical. On passe de l'idée d'améliorer le corps à l'idée de s'en débarrasser complètement. D'accord. Donc on a ces idées radicales, presque incroyables, qui circulent. Comment est-ce qu'on passe de ça à un mouvement structuré avec une doctrine que des gens peuvent suivre? C'est là qu'intervient un autre personnage clé, le philosophe Max More. Dans les années 80, il va mettre de l'ordre dans tout ça et créer une véritable philosophie, l'extropie. L'extropie. Le concept central est simple mais puissant. L'être humain n'est pas un aboutissement, c'est une phase de transition. On est juste un pont entre notre passé animal et un futur post-humain qu'on doit construire. Et concrètement, ça ressemble à quoi, les principes de l'extropie? C'est une sorte de nouvelle religion? On pourrait presque voir ça comme un nouveau système de valeurs, un système d'exploitation pour un nouvel humain. Fraser en liste quelques-uns qui sont très clairs. Il y a le progrès perpétuel. C'est-à-dire? On ne doit jamais s'arrêter de chercher à augmenter notre espérance de vie, idéalement jusqu'à l'infini. Il y a la transformation de soi. C'est un devoir de chercher à s'améliorer par la technologie. Il y a aussi la technologie intelligente. Notre meilleur outil pour dépasser les contraintes stupides de la nature. Et enfin, la pensée rationnelle, pour se défaire de tous les dogmes et traditions qui nous freinent. C'est un cadre de pensée très cohérent. Et c'est là que ça devient un peu dérangeant. L'analyse de Fraser souligne que ce programme n'est pas juste une amélioration pour tous. Non? Il évoque carrément la sélection d'un petit groupe d'humains qui serait transformé en une nouvelle espèce supérieure immortelle. On est loin de l'humanisme là, non? Ça sonne un peu comme de l'eugénisme 2.0. C'est le point le plus controversé et le plus grand champ de mine éthique de tout le projet. La vision est bien celle d'êtres qui s'affranchiraient des lois de la nature, qui pourraient se reprogrammer eux-mêmes. Génétiquement, neurologiquement. Par rapport à l'humain de base, ils seraient des dieux. Et ça ouvre des questions vertigineuses sur l'inégalité. Que se passerait-il si seule une élite pouvait s'offrir l'immortalité? On ne parlerait plus de classe sociale, mais de classe biologique, voire de classe d'espèce. Pour rendre tout ça officiel, à la fin des années 90, un groupe de penseurs, dont Max More, formalise ses idées dans un texte, la Déclaration transhumaniste. Oui, Qu'est-ce que ça apporte de plus? ça politise le projet. Ça le transforme en revendication sociale. La déclaration affirme qu'il existe un droit moral à utiliser la technologie pour s'augmenter. C'est très fort comme formulation. C'est une manière de dire « vous n'avez pas le droit de nous en empêcher ». D'accord. Ils appellent aussi à un débat public, mais en posant leurs conditions. Un débat rationnel qui disqualifie d'emblée toute opposition jugée technophobe. Et, très habilement, ils tentent de raccrocher les wagons avec l'humanisme traditionnel, Comment ça? en disant qu'ils veulent le bien de toute conscience, qu'elle soit humaine, animale ou artificielle. C'est une façon de se présenter comme les héritiers des Lumières et non comme des savants fous. D'accord, on a une philosophie, une déclaration, des principes, mais ça reste un mouvement d'idées assez confidentiel. La vraie question c'est, comment est-ce que ce projet passe des forums de discussion à des budgets de recherche du gouvernement américain? Le premier étage de la fusée, c'est Internet, au milieu des années 90. Ah oui, logique. Et Fraser utilise un mot très juste pour décrire leur vision. Elle est eschatologique. C'est-à-dire? Qu'elle ne s'intéresse pas juste à la prochaine innovation, elle pose la question du destin final de l'humanité.
C'est une quête de sens, presque religieuse, mais avec la technologie à la place de Dieu. Mais alors le grand saut, comment on passe de groupes en ligne à des alliés aussi puissants que le gouvernement? Ça paraît énorme. C'est là que le mouvement réalise un coup de génie stratégique. Il va obtenir le soutien de deux institutions clés. D'abord, la National Science Foundation, la NSF. L'agence gouvernementale qui finance la recherche. Exactement. En soutenant des programmes sur les technologies convergentes, la NSF donne une crédibilité scientifique et académique énorme à ses thèses. Ce n'est plus de la SF, c'est un champ de recherche légitime. Et le deuxième allié? C'est le plus puissant, la DARPA. L'agence de recherche avancée de l'armée américaine, le Pentagone. C'est ça. Pour la DARPA, les promesses transhumanistes sont une aubaine stratégique. L'augmentation des capacités du soldat, la fusion homme-machine pour piloter des drones par la pensée, La résistance à la fatigue, à la douleur. tout ça, c'est du pain béni d'un point de vue militaire. Quand la DARPA commence à financer massivement ses recherches, le transhumanisme change de dimension. Il entre dans le complexe militaro-industriel. Waouh! Le parcours est incroyable. On part de hippies et d'auteurs de SF qui veulent repousser les limites et on atterrit dans les labos de l'armée américaine. Concrètement, qu'est-ce que ça change d'avoir de tels parrains? Ça change tout. Ça veut dire que les transhumanistes ne sont plus juste une bande de doux rêveurs. Ils ont désormais une influence réelle sur l'allocation des fonds de recherche. Ils peuvent orienter des milliards de dollars? Oui, et ça leur donne aussi un pouvoir rhétorique immense. Ils peuvent désormais traiter quiconque émet des doutes de biolidite, en référence à ceux qui cassaient les machines au XIXe siècle, ou de bioconservateurs. Donc ce n'est plus seulement une bataille d'idées, c'est aussi une bataille de communication pour disqualifier l'opposition. Voilà, la faire passer pour anti-progrès. Et ça rend tout débat nuancé sur les risques éthiques, sociaux ou simplement sur la désirabilité de ce futur extrêmement difficile. Si vous n'êtes pas pour, vous êtes contre la science, c'est une polarisation très efficace. Si on fait le bilan, le parcours est spectaculaire. On est parti d'une idée flottante dans l'air du temps des années 60 qui s'est solidifiée en une philosophie, l'extropie, Puis s'être doté d'un manifeste politique pour finir par devenir un programme de recherche influent, financé par l'argent public et les budgets de la défense. On a bien répondu à notre question de départ. L'idée clé à retenir, c'est que le transhumanisme n'est plus un sujet de niche à traiter avec un sourire amusé. C'est un ensemble de doctrines cohérentes avec ses penseurs, ses institutions, ses lobbies. Et qui pèse déjà sur les choix scientifiques et politiques de nos sociétés. Oui, et son ambition est démesurée. Rien de moins que de changer la définition même de ce que veut dire être humain. Et pour terminer, une dernière pensée à méditer. Fraser fait une remarque très percutante. Il dit que beaucoup des principes de l'extropie, comme la quête du progrès perpétuel, l'optimisation de soi, la rationalisation de nos vies, sont déjà au cœur de nos sociétés libérales. C'est ce qui est le plus troublant. Ces valeurs sont partout, dans le coaching de vie, dans les applications de santé, dans le management en entreprise. On nous pousse constamment à nous améliorer, à être plus performants, à dépasser nos limites. C'est vrai. Et ça soulève une question finale assez vertigineuse. Laquelle? Si notre culture est déjà si profondément imprégnée par les valeurs de cette philosophie, à quel point sommes-nous proches, peut-être sans même le savoir, d'en accepter les conclusions les plus extrêmes sur notre propre biologie ?